Histoire 1. La nuit du pont de Saint-Bélec, le secret que la Bretagne ne voulait pas réveiller. On parle souvent des mystères bretons comme de simples légendes, menhirs qui bougent la nuit, croix qui saignent, villages où personne ne veut plus habiter. Mais certains dossiers ont été classés non pas parce qu'ils n'étaient pas crédibles, mais parce qu'ils étaient trop proches du réel. Parmi eux, un cas fascine encore les chercheurs en archéologie et en phénomènes inexpliqués. Affaire du pont de Saint-Bélec, un lieu ancien, discret, mais entouré d'un silence étrange depuis plus de 80 ans. En 1932, 3 jeunes cartographes de Quimper disparaissent, alors qu'ils étudiaient une pierre gravée récemment découverte. Leur dernier croquis mentionnait une phrase écrite en breton ancien. « Ne touchez pas à la carte, elle se lève ». Le dossier a été refermé en 1934, classé « accident naturel ». Mais dans les archives internes, un autre mot a été utilisé. Mouvement impossible. C'est à partir de là que notre enquête commence. Chapitre 1, la carte interdite. En 2021, des archéologues redécouvrent, dans un dépôt poussiéreux du Finistère, une pierre mystérieuse. Une dalle de schiste, gravée datant de plus de 4000 ans. Elle représente ce qui semble être la première carte en relief de l'Europe. Mais ce qui trouble les experts, c'est ceci. La carte semble montrer des chemins qui n'existent de plus. Des points gravés correspondent à d'anciens villages abandonnés, Et l'un des tracés, plus profond que les autres, mène directement au pont de Saint-Bélec. Une zone où les habitants du coin refusent toujours d'aller après la tombée du jour. Alors nous avons décidé de reprendre l'affaire là où elle s'était arrêtée. Chapitre 2. La nuit où tout a commencé. La scène suivante est tirée d'un témoignage retrouvé dans le journal personnel un des disparus, Julien Morvan, retrouvé quelques semaines après l'incident, coincé dans les racines d'un chêne brisé. Extrait du carnet, 4 octobre 1932. Nous avons atteint le pont peu avant minuit. Le ciel était bas et une sorte de brume semblait monter des pierres elles-mêmes. Clément disait que ce n'était qu'un phénomène thermique, mais je n'en étais pas convaincu. La dalle dans mon sac vibrait légèrement, comme si quelqu'un grattait la pierre de l'intérieur. Nous avons posé la carte contre le parapet du pont, et c'est là que je l'ai entendu. Un bruit sec, répétitif, comme si quelqu'un tapait du doigt, non pas sur la pierre, mais sous la pierre. Chapitre 3. Analyse documentaire. Les experts que nous avons contactés confirment que certains mégalithes bretons présentent une propriété particulière. Ils résonnent comme S. Ils contenaient des cavités internes. Mais aucun son ne devrait être perceptible à travers une dalle vieille de 4 millénaires. Pourtant, ce détail revient dans plusieurs témoignages locaux. Le pont respire. La pierre gratte quand elle n'aime pas quelque chose. Il ne faut jamais poser de carte dessus. Ces phrases semblent folkloriques. Jusqu'à ce que on découvre que des cartes anciennes montrent toutes un vide à l'emplacement exact du pont. Un vide, comme si les cartographes d'époque ne voulaient pas reconnaître ce qu'il y avait là, ou ce qu'ils avaient vu. Chapitre 4. La scène du pont. Dans le carnet, l'écriture devient plus saccadée, presque illisible. Clément a dit qu'il voyait une lumière sous le pont, comme une lanterne agitée par quelqu'un qui marcherait dans l'eau. Mais il n'y avait aucun bruit d'éclaboussure. Aucun pas, juste cette lumière qui montait, lentement. Lorsque j'ai approché la dalle pour comparer les tracés, elle s'est mise à chauffer. Les gravures brillaient d'un bleu profond, et les chemins gravés sur la pierre ont commencé à se déplacer, à bouger vraiment, comme s'ils reprenaient leur place d'origine. Le pont a vibré, un son grave, étouffé, comme un souffle immense. Clément a lâché sa lampe. La lumière sous le pont a disparu. Puis quelque chose est remonté, quelque chose qui ne marchait pas comme un homme, quelque chose qui se pliait, comme si ses articulations n'étaient pas à la bonne place. Il s'est figé à quelques mètres de nous, sous le parapet, et j'ai compris, ce n'était pas un être vivant, c'était une forme, faite de pierre, un morceau de la dalle, un morceau manquant qui essayait de retrouver sa place. Chapitre 5. L'enquête sur les disparitions. Les corps n'ont jamais été retrouvés. Seuls les vêtements de 2 des cartographes ont été repêchés, étrangement pliés, parfaitement secs, comme sortis d'un placard. Les autorités ont conclu à une chute accidentelle. Mais un gendarme à la retraite nous a confié ceci. Le chef savait que c'était pas une chute.
Les pierres du pont avaient changé de place, comme si quelqu'un les avait déplacées dans la nuit. Mais vous écrivez pas ça sur un rapport, pas si vous voulez garder votre poste. Dans les archives communales, nous avons retrouvé plusieurs versions anciennes de la carte de la région. À chaque époque, une chose revient. Un tracé en forme de cercle apparaît autour du pont, parfois léger, parfois épais, parfois presque effacé, mais toujours là, comme une frontière, une limite. Chapitre 6. Le moment de bascule. Dernier extrait du carnet de Julien. La forme de pierre a glissé vers nous. Ses mouvements n'étaient pas fluides. On aurait dit qu'elle cherchait sa direction, comme un animal aveugle. La dalle a commencé à sonner dans mon sac. Un son long, terrible. Clément a reculé, mais Marc est resté paralysé, comme si quelque chose le tirait vers la forme. J'ai compris trop tard. Les gravures manquantes, ce n'étaient pas des parties effacées, c'étaient des parties volées. Et la chose sous le pont, elle voulait les récupérer. Elle voulait redevenir entière, et pour ça, elle prenait ce qu'elle trouvait, même si ça respirait. Chapitre 7. L'hypothèse interdite. Nous avons montré la dalle aux spécialistes en géologie, en archéologie et même en cartographie ancienne. Un seul point les met d'accord. La dalle n'est pas une carte humaine. Les tracés ne correspondent à aucune tradition artistique de l'époque. Les symboles ne sont pas liés à un culte connu. Le relief est beaucoup trop précis pour la période. Selon un expert, cette pierre n'a pas été faite pour être lue. Elle a été faite pour être honorée, ou pour rester fermée. D'autres vont plus loin, on dirait un couvercle, un verrou, une sorte de scellement. Chapitre final, la révélation. Quand nous sommes retournés tourner des images au pont, un détail nous a glacés. La structure du parapet semble différente selon l'heure. Pas visiblement, mais subtilement. Comme si les pierres se repositionnaient. Un habitant nous a dit « Vous n'êtes pas les premiers à revenir ici, mais faites attention. Ce pont, il n'est pas là pour passer d'un côté à l'autre. Il est là pour empêcher quelque chose de sortir. » Et quand nous avons comparé les relevés topographiques modernes à ceux du carnet de 1932, nous avons remarqué une anomalie. Une partie entière du pont n'existe plus aujourd'hui, alors qu'elle est clairement dessinée dans le carnet de Julien. Comme si la structure elle-même avait assimilé quelque chose ou quelqu'un. La dalle, quant à elle, depuis que nous avons commencé cette enquête, présente une nouvelle fissure, fine, profonde, exactement à l'endroit où Julien avait dessiné la créature. Au cœur du Morbihan, le village de Serrères est connu pour une particularité qui intrigue les historiens depuis plus d'1 siècle. Un clocher sans cloche, mais dont les habitants affirment pourtant entendre les sonneries. Uniquement certains jours de l'année. Le phénomène est mentionné pour la première fois en 1849, lorsque le maire de la époque note dans son journal « Les cloches ont sonné au jour, oui bien que personne ne les ait jamais vues depuis mon enfance. » Les archives départementales mentionnent ensuite des dizaines de signalements. Sonneries à L, aube, alors que L, église était fermée, notes irrégulières durant des orages, tintements sourds pendant l'enterrement de certains habitants et surtout, un événement unique survenu en 1912, appelé localement la pause de midi. Ce jour-là, selon des témoignages écrits, le temps dans le village se serait arrêté pendant exactement 3 minutes et 47 secondes, juste après un long glas provenant du clocher vide. L'événement n'a jamais été expliqué. Aujourd'hui, nous rouvrons ce dossier oublié. Chapitre 1. Le clocher vide. Pour comprendre le mystère, nous avons visité l'église Saint-Pierre de Serrères. Selon les registres, le clocher aurait abrité 3 cloches jusqu'en 1786, date à laquelle un incendie a détruit toute la charpente supérieure. Les cloches n'ont jamais été remplacées. Pourtant, à notre arrivée, plusieurs habitants nous ont assuré. Vous les entendrez si vous restez assez longtemps. Surtout si vous êtes près du cimetière. L'un d'eux, un homme âgé nommé Hervé, nous raconte « Les cloches ne sonnent pas pour rappeler la messe. Elles sonnent pour rappeler les morts. Elles savent quand quelqu'un va partir. » Ce genre de témoignage paraît folklorique jusqu'à ce que nous découvrions dans les archives un détail troublant. À chaque décès enregistré depuis 1890, un habitant a signalé avoir entendu les cloches quelques heures avant. Pas après. Avant. Chapitre 2. La journée figée de 1912. Pour comprendre la pause de midi, nous avons consulté les journaux d'époque.
Le récit le plus précis vient d'une institutrice du village, Madeleine Ivinek. Extrait, carnet de Madeleine. Il était 12h05 quand le premier tintement a retenti. Je me suis tourné vers l'église par réflexe, mais rien ne bougeait. Le clocher semblait figé dans la lumière blanche. Puis le son s'est prolongé, comme un glas étiré. Un son profond, métallique, mais trop long pour être réel. Les enfants se sont tus. Les oiseaux se sont tus. Puis plus rien. Le monde entier semblait suspendu. La fumée de ma cigarette flottait, immobile, comme peinte dans l'air. J'ai essayé de marcher, mais mes jambes n'obéissaient plus. 3 minutes plus tard, le glas s'est coupé net, et tout est reparti. Les enfants ont crié, le vent s'est remis à souffler. Mais quand j'ai regardé l'horloge murale, elle affichait toujours 11h59. Comme si le temps n'avait jamais passé. Les horloges du village ont pourtant toutes accusé un léger retard ce jour-là. Mais ce n'est pas tout. Une personne est morte précisément au moment de la reprise. Jean-Marie Cote, un fermier de 42 ans. Son certificat de décès indique « Arrêt du cœur, heure inconnue ». Chapitre 3. Analyse documentaire. Nous avons rencontré un historien spécialiste des anomalies sonores, le docteur Delambre, qui nous explique « Les cloches sont traditionnellement des instruments rituels. Dans certaines régions, elles n'ont pas seulement une fonction religieuse, mais aussi une fonction de repère temporel. Elles marquent les heures, les saisons, parfois même la mort. Le problème ici, c'est qu'il n'y a plus de cloches. Donc d'où vient le son ? Selon lui, 2 hypothèses existent. 1. Un phénomène acoustique inconnu. Les vieilles pierres du clocher pourraient vibrer sous certaines conditions climatiques. 2. Une mémoire sonore. Le village aurait enregistré, à un niveau infrasonique, les anciennes cloches. Certains lieux garderaient la mémoire vibratoire d'événements passés. Mais ces théories ne peuvent expliquer l'arrêt du temps de 1912, ni les témoignages récents. Chapitre 4. La témoignage qui change tout. Narration. En fouillant dans une maison abandonnée près de Céréran, nous avons découvert une boîte métallique contenant un carnet rongé par l'humidité. Il appartenait à Élise Coat, la sœur du fermier mort en 1912. Voici un passage particulièrement troublant. Extrait, carnet d'Élise. Je me suis posté près du clocher vers 11h50. J'avais un pressentiment. Jean-Marie disait depuis des jours qu'il entendait les heures glisser. Il parlait comme s'il n'était plus vraiment ici. Puis les cloches ont sonné. Pas comme avant. C'était un son lent, lourd, comme si chaque note tombait à travers les siècles. J'ai levé les yeux et j'ai vu quelque chose dans le clocher. Pas une cloche, une silhouette. Quelqu'un qui se tenait immobile, trop immobile. Quand le son s'est prolongé, j'ai vu la silhouette lever la tête. Puis tout s'est arrêté autour de moi, même ma respiration. Et j'ai compris que je n'étais plus dans notre temps. Le clocher vibrait, comme s'il respirait. Chapitre 5. Investigation actuelle. Nous avons décidé de passer une nuit entière dans le village pour enregistrer des sons près du clocher. À 3h17 du matin, alors que tout semblait parfaitement calme, les micros ont capté un tintement très faible, quasiment un murmure métallique. Quand nous avons amplifié le fichier audio, nous avons entendu clairement un glas irrégulier, puis quelque chose ressemblant à une respiration profonde, suivi d'un chuchotement. Après analyse spectrale, ce n'est pas un humain, ce n'est pas un animal, ce n'est pas mécanique. Le signal provient de l'intérieur de la pierre, comme si quelque chose dormait là. Chapitre 6. La scène du cloche, narration cinématographique. Cette partie reprend notre expérience directe, la nuit du 12 septembre dernier. La température avait chuté brutalement. Le clocher se découpait comme une dent sombre sur le ciel. L'air semblait figé. À 3h23, le premier tintement a retenti. Faible, presque timide. Puis un second, plus long. Puis un troisième, qui n'avait plus rien d'humain. Le sol vibrait. L'air autour du clocher devenait épais, presque liquide. Les arbres se penchaient comme attirés par une force invisible. Et alors, nous l'avons vu. Une silhouette en haut du clocher. Exactement comme dans le témoignage de 1912. Mais quand nos caméras ont zoomé, il n'y avait rien. Seulement l'ombre, une ombre plus noire que la nuit. Au 4e glas, le temps a ralenti. Nos bras semblaient lourds. Les secondes s'étiraient.
Les lumières de nos lampes pulsaient comme des battements de cœur. Puis, tout d'un coup, silence. Un silence tellement lourd qu'il donnait l'impression d'être tangible. Et alors, nous avons entendu les pas. Dans le clocher, des pas réguliers, comme quelqu'un qui marchait en rond, toujours au même rythme. Chapitre 7. La théorie interdite. Après avoir confronté tous les témoignages, nous avons formulé une hypothèse que les historiens locaux refusent de commenter. Les cloches ne servaient pas seulement à sonner le temps. Elles servaient à enfermer quelque chose. La silhouette vue en 1912, les pas entendus dans le clocher vide, les ralentissements du temps, le glas qui précède la mort. Un archiviste nous a confié, anonymement, « Les cloches de Sérère ont dit qu'elles ne sonnaient pas pour appeler les vivants. Elles sonnaient pour calmer ce qui attend là-haut, ce qui tourne sans arrêt. » Chapitre final, la révélation. En examinant le clocher plus attentivement, nous avons remarqué quelque chose que personne n'avait signalé auparavant. Sur la pierre, juste sous l'ancienne charpente, se trouvent 3 traces circulaires, parfaitement gravées. 3 emplacements. Pour 3 cloches. Sauf que les marques ne correspondent pas à des attaches de métal. Elles ressemblent plutôt à des empreintes. Comme si quelque chose ou quelqu'un s'accrochait à l'intérieur du clocher. Lorsque nous avons montré ces images à un spécialiste de l'histoire bretonne, il a blêmi. Les cloches de Sérère n'étaient pas des instruments. Elles étaient des scellés, des verrous. Et vous dites qu'elles ont été détruites ? Alors, il n'y a plus rien pour contenir ce qui tourne là-haut. Depuis notre visite, un nouvel événement est produit dans le village. Le décès soudain d'Eger, une femme de 73 ans. Plusieurs habitants affirment avoir entendu un glas la nuit précédente. Le clocher n'a jamais été aussi silencieux. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant, parce que dans ce village, le silence est le signe que quelque chose écoute.